Je vous remercie à tous d'être là. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, c'est déjà pas mal. Donc l'objectif de cette présentation, c'est de vous faire découvrir ce que c'est que la Fédé des Jeux. Une fédération qui a un peu plus d'1 an. Et donc voilà, on va la découvrir par différents biais. Donc forcément faire un retour sur l'historique, ce qui va nous amener à pourquoi est-ce que la Fédé des Jeux a été montée. On va décrire ce que c'est que la Fédé des Jeux aujourd'hui, ce qu'on souhaite qu'elle fasse, en tout cas dans son régime quotidien, et éventuellement voir ce qu'elle pourrait devenir avec la contribution de chacun. Et à la fin, je ferai un petit brief pour les assos que ça intéresse sur comment adhérer à la Fédé des Jeux. Donc au commencement, il y a eu le salon du jeu et de la création en décembre 2008. J'étais même pas présent, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là au premier salon du jeu et de la création en 2008. Donc ça ressemblait à une soirée jeu de quartier, je veux dire, on avait 250 personnes. Alors pour en donner une idée, c'est le nombre de bénévoles qu'on a aujourd'hui à peu près. Donc en termes d'évolution, c'est pas mal. C'était 16 heures de jeu, on avait déjà des boutiques spécialisées et déjà dès la première édition, les créateurs étaient mis en avant. Ça fait partie de l'ADN du Nord, mettre en avant mettre en avant le jeu de société, c'était quelque chose de très important pour nous. Dès la seconde édition, on a commencé à avoir déjà un peu plus d'ampleur, on est parti sur 650 visiteurs, donc à ça on peut ajouter aussi tous les bénévoles qui étaient présents. Donc il y avait déjà une quarantaine de bénévoles, 16 créateurs, et on commençait à élargir un petit peu, on a étalé un peu plus sur la nuit, et du fait que ça marchait bien, on s'est dit, tiens, pourquoi pas voir un peu plus grand. Donc l'étoile du jeu gérait jusqu'alors le salon du jeu de la création, et forcément si on veut voir plus grand, l'étoile du jeu à elle seule ne pouvait pas suffire, et déjà des associations qui tournaient autour du salon ont décidé de s'impliquer de manière un peu plus forte sur l'événement. Et donc pour essayer de lancer quelque chose de correct, on a donné un nom lors de cette 3e édition. Donc la 3e édition de l'événement, c'est nommé Ludinor pour la première fois. Et donc c'est ainsi qu'on a eu Ludinor, le Festival du jeu de la création. On est passé sur un format week-end, avec 2000 visiteurs, pas mal de jeux. C'est la première édition où on a demandé la contribution des éditeurs. Donc c'était quelque chose qui n'était pas simple pour nous, parce que en fait sur les 2 premières éditions, on jouait avec des assos, voire les jeux des bénévoles qui venaient directement avec leurs jeux perso. Donc forcément, après une journée de jeu avec tout un public, parfois on trouvait le jeu pas forcément dans l'état dans lequel on nous l'avait prêté. Donc c'était quelque chose d'intéressant pour nous. On était déjà passé à 130 bénévoles. Donc pareil, en termes de logistique, à réussir à accueillir 130 bénévoles au-delà de accueillir 2000 visiteurs, c'est déjà quelque chose de assez conséquent. Donc on a poursuivi, puisque finalement, vu qu'il y a un certain élan, on continue, on va aller plus loin. La 4e édition, 30 heures de jeu, 3150 visiteurs. On a aussi instauré le prix Ludinor. En fait, on s'est dit, quitte à mettre des créateurs en avant, autant faire quelque chose qui va matérialiser cette mise en avant au travers l'envoi sur le podium d'un vainqueur. En fait, au final, ils sont un peu tous vainqueurs. Généralement, on fait une photo aussi de l'ensemble du groupe. Et plus le prix Ludinor est mis en avant, et plus les autres jeux qui sont aussi dans la sélection sont mis en avant. Donc c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, et donc ça c'est quelque chose qui, avec notamment Forge Next, donc représenté ici par Gaëtan Bojano, qui nous suit depuis l'édition précédente. C'est un partenaire régulier, satisfait de ce qui est produit. On n'a pas, ça fait partie des chantiers qu'on devrait activer pour l'année prochaine. On n'a pas le nombre de jeux qui sont passés par Ludinor qui ont été édités, mais ça commence à devenir intéressant. Là, pour cette année, j'ai un exemple, c'est Piratoons, qui l'an dernier était en zone créateur et qui cette année revient en tant qu'éditeur. C'est des petites histoires qui nous satisfont, nous, au sein de l'organisation du festival. Donc on a aussi instauré les premières conférences. On avait accueilli Pascal Derue, alors je sais pas si c'était cette édition-là ou l'édition d'après, mais on a commencé à mettre en place ce genre de dispositif où on accueille les gens et on parle du jeu
sur d'autres angles. La 5e édition, eh ben, après avoir accueilli 3000 visiteurs, on s'est dit là ça commence à faire tasser cette salle, donc on va voir ça autrement, on va essayer d'agencer autrement, et on a mis en place un chapiteau. Alors le chapiteau, ben, c'est le chapiteau que vous voyez en extérieur, qui faisait à l'époque que 250 mètres carrés, ce qui laissait quelques places de parking encore. Et donc ce chapiteau-là, ben, il a bien fonctionné. Alors la première édition, on l'a utilisé pour accueillir l'espace enfant. Alors certains y trouveront un aspect intéressant de mettre les enfants dans un coin, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément répété, on y ira juste après. Et on a aussi, alors je marque création des piles Ludinar, mais en fait on les a matérialisés, on a mis des trophées. Alors là c'est encore plus intéressant en termes d'image, puisque maintenant ce qu'on a le droit c'est d'avoir des créateurs qui sont assez fiers d'avoir gagné le prix, et c'est quelque chose qui peut être mis en avant. Sur différents festivals, il y a quelque chose de concret et de matériel. D'ailleurs, cette année, on a vu Étienne Esprément, vainqueur du précédent prix du Ludinar Stratégie, vouloir essayer de le garder sous son manteau. Il a fait une belle photo, c'était sympa. Donc, c'est le genre de choses qui sont intéressantes en termes de communication. 6e édition, on a encore conquis de l'espace, on a agrandi le chapiteau, on est venu dans les salles du fort, ici, donc salle de projection, les différentes salles que vous avez pu voir sur le trajet pour venir jusqu'ici. Et on a passé plus de 200 bénévoles pour cette 6e édition. Là encore une fois en termes de logistique, en fait en gros on invite les bénévoles à venir sur des sessions les week-ends qui précèdent Ludinar pour qu'ils viennent apprendre les jeux. Et limite il faudrait une organisation pour les week-ends de révision. Ça commence à devenir important. Premier partenariat avec RTL2, pour nous c'est important d'avoir un partenaire qui soit reconnu à l'échelle nationale. Ça a permis notamment de donner plus de valeur à ce qu'on fait. En fait, le jeu de société, il n'est pas forcément bien reconnu, et le fait d'avoir des acteurs comme le RTL2 ou la Voix du Nord qui viennent nous soutenir, ça nous donne plus de poids vis-à-vis des autres acteurs du monde ludique. Et on avait aussi mis en place la qualification de l'Europe Masters. Donc l'Europe Masters, c'est le tournoi qui se déroule chaque année à ASM. Et en fait, on qualifie l'équipe de France ici, c'est ce qui se passe en ce moment. Donc, pourquoi Ludinar ? On a un public qui est de plus en plus nombreux, chaque année, parce que j'ai matérialisé par les différents événements qui se trouvent avant. Ce qui induit d'abord un espace à voir. Les chapiteaux, on les agrandit, hein, on en crée de nouveaux, comme cette année. On a un budget qui augmente de la même façon. Il faut savoir que des chapiteaux, ça coûte cher. Donc ça nécessite une grosse trésorerie, ça nécessite aussi augmenter la communication. Parce que forcément, si on veut avoir quelque chose qui résonne correctement au sein de la région, voire au sein de... Voilà, d'un point de vue plus national, mais plus spécialisé dans le monde ludique, on doit investir dans ce domaine-là. Après, de manière plus annexe, plus on accueille de gens et plus on doit avoir des gens qui gèrent la sécurité, puisque voilà, c'est un peu le pendant qui va avec l'accroissement de nombre de gens. Alors plus on a de gens, plus on a besoin de bénévoles qui sont là pour accueillir les gens, parce que nous ce qu'on veut c'est aussi garder en qualité. On est reconnu pour ça, pour l'accueil. Donc si on venait à maintenir un nombre de bénévoles constant, il y a un moment où on serait débordé, c'est un peu ce qu'on est en train de vivre là. Mais bon, on arrive toujours à plus ou moins à bien gérer. Et donc ce qu'on souhaite faire, c'est mettre en place un réseau associatif pour justement impliquer un maximum d'associations, impliquer un maximum de bénévoles. Et aussi l'intégration de nouveaux bénévoles, de nouveaux bénévoles, en tout cas de nouveaux acteurs, moteurs dans l'organisation du Ludinar, c'est aussi se renouveler et créer, c'est trouver des idées, lancer des choses. On essaye une année, ça marche, tant mieux, ça marche pas, on oublie, on passe à autre chose. C'est un peu l'idée qu'on a derrière ça. Donc, là je vais devoir me retourner parce que j'ai mon écran qui est beaucoup trop petit en fait. Donc, comment on l'a fondé ? En fait, on a travaillé dessus durant 8 mois, donc j'ai mis 6 mois, même si c'était un peu plus long que ça encore, entre les deux dernières éditions, donc entre la 5e et la 6e,
On a passé pas mal de temps à se réunir, parce que c'est forcément assez compliqué de réussir à mettre d'accord 5 assos qui ont chacun leur vision du jeu. Donc juste pour la petite histoire, ça c'est le statut donc, de la Fédé des Jeux, donc je vais le citer. Hein. Cette association a pour objet de promouvoir le jeu au travers d'événements. Elle aura notamment la charge de l'organisation de l'événement Ludinor, c'est le Festival du jeu de la création, qui est l'objet quand même de la création de la Fédé des Jeux, ainsi que la mise en place d'une structure de promotion du jeu, cela sans ingérence dans l'activité de ses membres. Donc voilà, la dernière petite phrase c'est quand même pour dire, ok, on va pas non plus vous expliquer comment vous devez gérer votre association. C'est juste, on veut créer du lien entre les différentes associations. Maintenant, la Fédé des Jeux aujourd'hui est composée de 6 assos. Donc on a les 5 assos qui étaient présents à la fondation de la Fédé des Jeux l'an dernier. Donc on a Ch'ti Ludo, l'Étoile du Jeu, Jeux Tuiles, les simulateurs et Ludopoly. C'est joint au cours de l'année au Ludique, donc qui est une association qui est fraîchement créée, mais qui est composée de pas mal d'organisateurs historiques, notamment sur le pôle communication et sponsoring de Ludinor. Donc on les invite à intégrer. On sait que plusieurs associations, on a pris contact déjà avec quelques associations du Nord-Pas-de-Calais qui sont intéressées pour rejoindre la fédération. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors en termes de géographie, Ch'ti Ludo, Étoile du Jeu, les simulateurs et ludiques sont sur la métropole lilloise, Ludopoly basé à Arras et Jeux Tuiles sur le Valenciennois. Donc, la Fédé des Jeux, alors il y a plusieurs types d'associations. On va avoir des associations membres qui en fait vont pouvoir envoyer 2 personnes à chaque AG pour acter certaines choses qui doivent se décider en AG, comme dans toute association. C'est des associations de droit français. On entend par là que le droit étant différent dans chacun des pays, même en Europe. Pour l'instant, il n'y a pas d'harmonisation de tous les droits en Europe, mais du coup, ça exclut certaines associations belges qu'on aurait pu très bien, on aurait bien aimé approcher, puisque en termes de géographie, on est proche de bien plus d'associations belges que d'associations françaises. On espère de ces assos membres qu'elles communiquent sur la Fédé des Jeux, afin de justement pouvoir agrandir ce réseau. On a un deuxième statut, c'est l'association porteuse. Alors c'est forcément une association membre, mais on lui demande plus, elle va s'impliquer un peu plus dans la communication de la Fédé, sur la gestion de la Fédé, la création du réseau. Enfin, on attend d'une asso porteuse quelque chose de un peu plus impliquant. Qu'est-ce que ça donne droit en contrepartie? Ben forcément, si je dois m'engager quelque part, je dois avoir le droit de discuter à chaque fois. Et dans ce cas-là, on a une place directement au CA. Donc le CA, en fait, il est composé de un membre de chaque asso, qui est généralement le président pour les assos porteuses. Et on complète ça par... là pour l'instant, on a 5 assos porteuses. Et on complète ça avec 4 personnes qui sont élues à titre individuel. Ils sont membres de n'importe quel asso, pas forcément juste une asso porteuse, mais une asso membre peut aussi être élue au sein du conseil d'administration. Et comme j'ai pu le sous-entendre sur l'histoire des assos de droit français, dans la mesure où on n'a pas envie d'exclure d'assos, tout asso qui a envie de travailler avec la Fédé des Jeux, que ce soit de manière ponctuelle sur un événement ou de manière long terme, mais ne pouvant pas répondre au droit français, on a aussi un statut d'association partenaire qui permet, en fait, à une association qui ne peut pas prétendre être membre de la Fédé des Jeux, de pouvoir communiquer avec nous et donc de pouvoir travailler soit sur des événements, soit collaborer sur de la communication transverse. En termes d'objectifs, donc on va avoir l'organisation forcément de la 7e édition qui est en cours, avec l'objet de toujours assurer la pérennité de Ludinor, aussi bien en termes d'espace, parce que c'est vraiment une problématique qui nous est chère, enfin le fait qu'on manque un peu d'espace, et aussi en termes de budget. Donc, ce qu'on souhaite conserver,
Ben, c'est la qualité, en termes d'accueil des visiteurs d'abord, parce que c'est quand même ça, quand on veut promouvoir le jeu de société, on le promeut auprès des gens qui ne connaissent pas. Mais derrière, si on veut pouvoir le promouvoir, il faut qu'on puisse s'appuyer sur un réseau d'acteurs professionnels dynamiques, qualifiés, tout ce qui va bien, qui eux aussi vont contribuer au fait d'améliorer nos événements. Et donc c'est pour ça qu'on va essayer, au travers de la Fête des Jeux, de faire un suivi des partenaires plus régulier. C'est-à-dire que là, tous les ans, on se réveille un peu en octobre-novembre, et coucou, c'est nous. Les débuts du Nord, souvenez-nous. Et puis, généralement, juste après le du Nord, on est tous complètement KO, et c'est difficile de faire les bilans, c'est difficile de... Donc là, l'objet de la Fête des Jeux, c'est de conserver une équipe qui soit un peu plus en retrait, qui puisse plus durer jouer justement sur la durée. Et de pas juste être là quand on a besoin d'eux, mais aussi d'être là quand eux ont besoin de nous. Voilà. Je crois que c'est ça. Et donc des objectifs, il y en a plein. Il y en a plein. D'abord, donc j'en ai déjà pas mal parlé, mais il y a les relais de communication. Donc en gros, l'idée c'est que chacune des assos de membres de la Fête des Jeux puisse dire hey, moi je fais une soirée, je fais, je sais pas, un tournoi de Small World dans mon coin. Il n'y a pas vraiment beaucoup de gens autour de chez moi, mais s'il y a des gens qui veulent venir, pas de problème. Après, ça peut être aussi, je veux bien faire quelque chose, par contre je suis tout seul et j'aimerais bien un petit coup de main. Là pareil, il y a des gens qui, hier sur le Nord, on a acquis une petite expérience quand même. Donc on peut venir donner un coup de main, donc que ce soit en termes de bénévoles ou en termes de logistique, que ce soit sur l'événementiel ou même sur du plus long terme. Alors, un autre intérêt qu'on a perçu avec la Fête des Jeux, alors c'est pas forcément vu au départ, mais on y a pensé ensuite, c'est la synchro des besoins. Alors par besoin, j'entends une asso pour vivre, elle a besoin de quoi? Elle a besoin de jeux, elle a besoin de caisses, d'armoires, Eh bien, en travaillant ensemble sur la mutualisation des besoins, peut-être qu'on va pouvoir réduire les coûts, parce que forcément, c'est des choses qui ont tout un coût, et on peut pas forcément toujours porter ça avec uniquement les adhésions des différents membres des assos. Donc voilà, ça permet d'avoir une collaboration et d'avoir un peu plus d'impact. On espère aussi mettre à profit notre expérience dans le domaine de la création d'associations, parce que forcément, à partir du moment où je suis une asso membre, c'est que j'ai créé déjà mon asso. C'est de réussir à trouver les joueurs qui sont dans leur coin et qui trouvent personne avec qui jouer. C'est de pouvoir essayer de les recenser un maximum, de manière à pouvoir les regrouper, et que s'ils s'entendent bien, qu'on puisse leur donner un coup de main pour créer leur asso. Et par coup de main, on entend forcément leur donner un coup de main sur la création, sur les statuts, parce que c'est toujours difficile de rédiger les statuts. Faire de la com sur le fait que coucou, il y a une asso qui existe, je sais pas, sur Dunkerque ou en tout cas pour l'instant dans la région d'Après-Calais. Et on a prévu en fait à chaque fin de Vie Nord, on a des jeux qui ont été en démonstration et qui ont été donnés par les éditeurs. Ces jeux-là sont en partie redistribués aux associations. On a prévu de conserver une partie de ces jeux-là, notamment des jeux plutôt grand public, pour permettre à des assos qui débutent d'avoir un début de choses à mettre en avant. Donc, un gros travail fait par mon cher ami Olivier, là derrière la caméra, c'est de recenser. Alors on l'a recensé comment? Par simplement je connais. Ensuite par la presse, les annonces sur Facebook, réseaux sociaux, tout ce qui suit, et le journal officiel. Alors forcément le problème du journal officiel, c'est que les assos ont été créés, mais parfois peuvent être mortes sans forcément que ça ait été annoncé. Donc en fait, on a quand même pas mal d'endroits où on peut jouer, alors de différentes manières, que ce soit du jeu de rôle, du jeu de plateau, du jeu de figurines. Il y a pas mal d'endroits où en après on peut jouer, et finalement on se rend compte que 6 assos dans une fédé, on n'est pas très représentatif encore, enfin si on se base sur le nombre de petits points que vous voyez. Donc il va y avoir un gros chantier sur l'année prochaine, c'est de se balader à travers la région, pour aller dire coucou, nous c'est la Fête des Jeux, on aimerait bien pouvoir collaborer avec vous, ou vous donner un coup de main, ou vous donner un coup de main à nous rendre plus visibles.
Donc il y a pas mal de kilomètres en perspective, hein, rien que dans la région, et je pense que ça va être sympathique. Parce que à chaque fois, c'est des rencontres qui sont toujours plus ou moins sympas. Autre objectif de la Fête des Jeux, c'est des objectifs qui sont... Je crois que le monde du jeu en règle générale a ces mêmes objectifs-là, c'est de réussir à atteindre un peu mieux les médias. On a un mal fou à obtenir une audience des médias généralistes. Typiquement là sur le festival, on n'a pas la présence de France 3 Nord-Pas-de-Calais, on n'a pas la présence de Grand Lit TV ou WEO, donc des médias qui sont généralistes et vraiment locaux. On se demande pourquoi, parce qu'en termes d'événements sur la métropole, aujourd'hui, on doit être sur ce week-end, un des plus gros événements du week-end. Donc c'est un travail qui est de longue haleine. Sur certaines éditions, on a réussi à avoir notre présence sur WEO et sur France 3. Sur France 3, on avait bien marché parce que c'était en 2012, il y avait des jeux sur le thème politique. Et dès qu'on avait mis dans le dossier de presse Cast of Con, ça marchait beaucoup mieux. Alors maintenant, il faut trouver des leviers qui permettent de pouvoir accéder à ça, sans forcément devoir tendre des perches avec l'actu, quoi. On aimerait bien pouvoir tendre des perches juste sur ce que nous faisons. Et il y a un deuxième point sur lequel il faut réussir à se développer, c'est les institutions. On rentre dans toutes les cases, ce qui fait qu'on ne rentre dans aucune case. C'est un peu le problème, c'est qu'on est sport, on est culture, on est loisirs, on est un peu tout. Et finalement, chacun va se renvoyer la balle de manière à ce que personne ne verse de subventions pour notre cause. Oui, mais voilà, là pour l'instant, en tout cas, en termes de visibilité au sein des institutions, on a du mal à nous accueillir de manière crédible, on nous écoute pas. Ça pourrait être on pourrait être considéré comme un bien culturel, mais non, on n'est pas jugé à la même valeur qu'un livre, qu'un DVD, qu'un CD. Et pourtant, le travail qui est accompli sur un jeu, à mon avis, il est du même calibre que ce qui est fait sur les autres univers culturels. Donc je pense qu'il y a un bon travail à amener là-dessus. Alors, en termes d'objectifs lointains, parce que là je vous ai expliqué que pour l'instant c'est plutôt faire des kilomètres dans la région qui va être important, mais de manière plus lointaine, c'est essayer de recenser des expériences équivalentes en France. Alors on sait que pour Orléans-Joux, le festival qui a lieu en septembre, on sait qu'il y a une fédération qui s'est montée, alors qui ne ressemble pas forcément à la Fête des Jeux, parce qu'elle inclut aussi des professionnels, alors qu'à la Fête des Jeux, on n'inclut que des associations. Il y a d'autres expériences qui ont lieu aussi ailleurs en France, mais on les a pas toutes. Et à vrai dire, pour l'instant, on n'a pas forcément l'énergie d'aller les chercher. Déjà, nous, on met l'énergie à chercher les assos en Nord-Pas-de-Calais. Après, donc c'est pour ça que c'est un objectif qui n'est pas forcément pour l'année prochaine, mais au moins sur le long terme. On espère qu'en se diffusant au travers de cette conférence, je sais pas d'où tout le monde vient, mais au travers de cette conférence et au travers des articles qu'on pourra publier sur Trick Track et compagnie, via Ludovox aussi, qui permet de pouvoir diffuser ça sur le net de manière plus générale, du coup je vais me permettre aussi de citer un Click Jeu qui va aussi diffuser une vidéo sur le festival. Donc au travers de tous ces moyens-là, on va peut-être dire « Ah tiens, ça existe, c'est cool, on va essayer de faire la même chose dans notre coin ». On dit pas qu'on a la référence, nous on a fait selon nos besoins, les besoins qui étaient expliqués, qui ont une histoire, qui ont une raison. Là on le fait, donc on espère que chacun aura sa petite façon de faire, mais à la fin qu'on puisse avoir un dialogue entre ces différentes fédérations, si elles venaient toutes à émerger, ce serait très sympa. Donc la communication interfestival, oui, alors du coup j'avais parlé de communication croisée, c'est de permettre à chaque... là typiquement, on sait qu'il y a Place au jeu à Grenoble qui a lieu en même temps que le festival du Nord. On se marche pas dessus, je veux dire, on est dans des zones complètement différentes, autant faire la promotion chacun de l'autre événement. Enfin, il y a des gens qui sont dans le Rhône-Alpes qui ont cliqué sur j'aime sur la page du Nord, autant qu'ils soient au courant qu'il y a un événement à côté de chez eux, et inversement, pour ceux qui sont
originaires de Rhône-Alpes qui étaient fans de Place au Jeu, qui soient au courant qu'il y a aussi un événement équivalent dans le Nord. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai marqué gestion de calendrier, puisque on a eu de mauvaises expériences sur le Nord où à un moment donné on s'est retrouvé face à Trolls et Légendes. Qui est un événement quand même beaucoup plus massif de l'autre côté de la frontière. C'était pas notre fait, disons qu'on a fait avec les circonstances. On avait prévu un week-end, le week-end en l'occurrence c'était le week-end du Festival de Jeux de Cannes. On s'est dit en même temps que Cannes ça va pas le faire. Et le seul autre créneau disponible c'était Trolls et Légendes, qui est un festival beaucoup plus généraliste, plus sur le jeu de rôle grandeur nature et le festival de l'imaginaire en général. Voilà, donc il y a des concerts, tout ce qui s'ensuit, donc on n'est pas forcément exactement sur le même créneau. On s'est dit c'était peut-être plus viable de faire ça que de se mettre en frontal avec le festival du jeu de Cannes. Donc ce genre de problème-là, on n'a pas forcément envie de les rencontrer à l'avenir, et en mettant en place une communication qui soit bien entre les festivals, on puisse s'organiser au mieux et répartir les festivals sur le territoire, sans trop se marcher dessus, quoi. Je sais qu'il y a des... Nous, on questionne d'autres festivals, et d'autres festivals nous questionnent pour savoir à quelle date on a fixé le truc, histoire de pas non plus avoir trop à se marcher dessus. Et puis partager les expériences, ça c'est important. Je veux dire, ce qui se passe à Paris Ludique, ce qui se passe à Toulouse, ce qui se passe à Vimania, et là je suis parti parce qu'il va falloir que je visite tous les festivals, mais tout ce qui se passe ailleurs, Festival de Rouen par exemple aussi. Tout ce qui se passe ailleurs, ça doit avoir un intérêt pour nous. Ah oui, tiens, le Bruxelles Game Festival en août, s'il vous plaît. Donc voilà, j'aurais pas dû me lancer, mais l'idée c'est que chacun puisse annoncer ces événements, qu'on collabore en disant moi j'ai fait ça marchait bien, j'ai fait ça marchait pas du tout, alors surtout faut pas le refaire. Voilà, c'est ça le genre d'idée qu'on espère faire émerger, ou peut-être qu'elles émergent déjà mais on n'est pas au courant. Maintenant pour les différentes assos qui sont présentes ici en termes de demande pour adhérer à la Fête des Jeux, rien de très extraordinaire, une fiche d'identité de l'asso, histoire de pouvoir savoir qui contacter, tout ça, quand ça. L'extrait de délibération de l'organe de l'association ayant décidé l'adhésion. Donc, en gros, on veut assurer que c'est bien pas une seule personne qui a géré l'adhésion à la Fête des Jeux, mais que c'est bien une décision collective, en AG ou en CA. Les statuts de l'asso, l'extrait du JO pour assurer que c'est bien une asso reconnue. Et après, on demande quand même une certaine lettre une motivation pour savoir pourquoi vous voulez adhérer, parce que si c'est juste pour je veux récupérer des jeux, non. Ça sera plus, on va essayer de travailler ensemble à faire quelque chose de plus grand, quoi. Donc, voilà, j'avais mis une petite citation à la fin. On peut savoir plus sur quelqu'un en 1 heure de jeu qu'en 1 année de conversation. Platon, c'est quelque chose que normalement tout le monde connaît. C'était vu sur une vidéo sur YouTube aussi qui a bien tourné. Bon voilà, tous les bénévoles vous remercient pour votre attention sur cette petit éclairage sur la Fête des Jeux. Et maintenant, je suis disposé à répondre à vos questions. Et éventuellement, il y a aussi 2 membres du CA qui se trouvent là, juste derrière la caméra aussi. Donc, ils pourront aussi vous éclairer. Vous écoute. Peut-être qu'il n'y a pas de questions. Je représente depuis l'association. Il n'y a pas de problème. Vous avez parlé d'interaction avec des institutions. Je me demandais dans quelle mesure est-ce que il y avait deux messages que l'on peut porter, qui sont à la fois un message éducatif et un message politique. Alors je m'explique. Le message éducatif, c'est que des jeux de société, de plateau ou autres, apportent stimulent, apportent des capacités, etc. aux enfants, beaucoup plus que par ailleurs tout un tas d'outils que l'on vend à grand renfort de publicité avec des moyens énormes et dont l'essentiel de la recherche démontre que ça a des effets extrêmement néfastes sur le développement cognitif des enfants. Voilà. Et le message politique, c'est un peu dans la même veine, c'est que lorsqu'on parle de vivre ensemble, d'interagir, de coopérer, de faire en sorte que la société ait de la cohésion et que les gens respectent les règles, et le jeu de plateau, c'est justement le jeu de plateau,
est pratiqué ici. Il est une représentation et un entraînement à nouveau, une pratique de se vivre ensemble autour de règles communes et dans une perspective je dirais de bien commun, quoi. Et ça, c'est quelque chose que le sport apporte un peu, mais la plupart des autres éléments dits culturels, pas vraiment. Et c'est vraiment une spécificité du jeu, et je me dis que ça peut être quelque chose, un argument à apporter aux institutions publiques. J'avais jamais vu les choses sous cet angle, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très intéressant de pouvoir le développer. Ouais, c'est vrai. Je vois pas comment enchérir là-dessus. Enfin, en gros, on est tous plus ou moins convaincus de l'intérêt du jeu de société, sans quoi je pense qu'on ne serait pas là. Donc c'est pour ça que j'ai pas non plus appuyé là-dessus. J'ai déjà suffisamment dit et répété les mêmes choses sur les différents slides. Mais effectivement, développer un vocabulaire qui soit plus axé sur l'intérêt que ça pourrait porter aux institutions. Ce que ça apporte à la population sur ces deux plans-là, à la fois d'éducation au sens amélioration des capacités cognitives et relationnelles d'une part, et puis d'autre part c'est une sorte de métapolitique en quelque sorte, c'est le vivre ensemble, agir ensemble, selon des règles communes et généralement acceptées et qui font que même s'il y a conflit, ils sont réglés de façon pacifique parce qu'ils sont réglés selon des règles. Et là, on est en plein dans la vie en société et le progrès de cela, plutôt que d'être, pour être clair, chacun devant son écran. Je pense qu'on va se servir de ce genre d'analyse. Parce que... Non mais moi je suis là, c'est bon, il faut y aller. Pas hésiter. On est en train de créer une asso en fait, ouais. Sur le Boulonnais. D'accord. Pour l'instant il y a Terre de Mi-Jeu et Jeux Co dans ce cas-là. Oui, c'est ça. Nous on fait partie de Jeux Co, il y a une scission qui est faite et on crée une asso. Je résume l'affaire. Non mais c'est normal, chaque asso a sa vie, chacun a ses propres points de vue, et puis après si des gens se retrouvent dans une autre façon de voir les choses. Dans l'idée, quand tu présentais les slides, c'est un engagement écrit d'asso. Pourquoi notre asso qui est en création adhérerait à FDJ? En gros c'est ça. Tu montres une lettre, un engagement de la société. Dans son engagement c'est ça. À la FDJ. En sachant qu'on est que... J'ai pas entendu. C'est simple, ça fait un nouveau point d'ancrage. C'est... Quoi, pardon? C'est ça. Mais on ne demande pas grand-chose. Nous, l'objet, c'est de promouvoir le jeu. Comment on fait pour promouvoir le jeu? Il faut qu'il y ait des acteurs sur le terrain qui soient là pour le faire valoir. Pourtant, on veut créer de nouveaux endroits, nouveaux endroits où on peut venir jouer régulièrement. C'est autant d'endroits où les gens peuvent découvrir le jeu de société. La représentativité, plus vous serez nombreux. La représentativité, est-ce que c'est forcément des structures qui accueillent le grand public pour jouer? Parce que moi par exemple je fais des ateliers dans les écoles, je ne sais pas si c'est exactement la même démarche. C'est à réfléchir. C'est pas grand public, quoi. C'est la famille. C'est partie de l'activité que prône la Fédé des Jeux. C'est de mettre en avant le jeu de société. À partir du moment où c'est pas... Non, on a bien compris, c'est associatif. Donc faut pas que ce soit une démarche professionnelle. Faut pas que la Fédé des Jeux puisse servir à un éditeur... Salaire professionnel. Salaire professionnel, c'est ça Non, mais faut revenir sur le statut qui était de promouvoir le jeu de société moderne au travers d'événements. Ludinor, c'était un gros événement. Aller dans une salle de classe avec des enfants et leur faire découvrir c'est aussi un événement. Pour moi, ça fait partie du travail attendu, de mon point de vue, par la Fédé des Jeux. Mais non, je peux pas parler au nom de tout le monde, mais... Juste en termes de taille, parce que c'était évoqué, dans le CA, il y a une association où il y a,
doit être globalement 2-3 personnes actives. Ouais, c'est ça, 2,5. Ouais. Par contre, ils rencontrent plein de gens dans le Valenciennois. Mais leur association au sens bureau, c'est 3 personnes. C'est pas effectivement l'école du jeu dont on parlait au début qui a lancé du Dinor, c'est 150 personnes, mais tout le monde n'aura pas cette taille-là, on sait bien que ça n'aura pas de cette taille-là. C'est pas le but. Mais par contre, je sais qu'on a été approché par Sylvie Mat également qui oui, globalement c'est tout petit, mais c'est aussi auprès des écoles et pour utiliser le jeu pour la thématique du jeu. Dans ce qui vient d'être abordé, moi il y a plein de choses qui m'intéressent. Hein. Le jeu, c'est autant un engagement politique qu'éducatif. Hein, parce que moi j'ai une double casquette, j'interviens dans un collège, mais je suis éducateur dans la rue. D'accord. Et on est en train de monter une asso, Stéphane et moi, sur le Valenciennois, mais pas vraiment dans la même branche que Marie. D'accord. C'est-à-dire qu'elle est plus sur famille, enfance. Ouais. Alors que moi je considère que c'est un public qui est encore relativement facilement accès au jeu. Ouais. Dire, voilà, là c'est Pâques, hein, il suffit de voir, hein, on a les écrans tout jaunes à la télévision, de là-bas, tu vois, on va vendre des Playmobil, des Barbie et quelques jeux de PlayStation, de consoles de salon. Voilà. à tort l'arigot, alors que, voilà, moi je vois dans les échanges que je peux avoir avec les collégiens et même parfois avec les jeunes en décrochage social, j'utilise l'outil comme outil, le jeu comme outil, et aussi, et là j'ai envie d'aller plus loin, c'est-à-dire que dans mon patelin, voilà, je disais tout à l'heure, on est sur des territoires qui sont inégalement pourvus, c'est-à-dire que j'ai vécu une paire d'années sur la métropole lilloise, voilà, j'ai découvert des gens comme par exemple le Pas de Côté, donc qui ont, qui sont pas affiliés à la Fête des Jeux, hein, mais qui ont quand même une philosophie et des objectifs autour de l'utilisation du jeu coopératif. Voilà. Donc aussi un engagement politique, d'autant plus que un de leurs adhérents est, je peux dire, quasiment un voisin. Hein. C'est une militantisme, c'est Voilà, transmettre une forme idée de- d'une manière. Avec pas forcément la capacité d'organiser des événements comme le Dinor. Mais voilà, on est aussi sur des événements, sur des territoires qui sont très peu fournis. Moi j'ai envie de faire jouer des gens, de leur faire découvrir aussi autre chose. Alors ça marche très bien avec les gamins du quartier du collège où je bosse. Hein. Ils sont dans la demande. Donc là j'ai rencontré aussi des gens qui ont monté une ludothèque dans le patelin juste à côté. Et moi je pense l'idée de fédération comme étant aussi une forme d'échange réciproque. Donc l'échange réciproque, c'est pas seulement fournir des bras pour le Dinor et récupérer des valises de jeu en échange. Hein. Dans ce que j'ai pu voir passer comme conversation sur, on va dire, la page Facebook alors je sais plus si elle a fait des jeux ou du Dinor. Hein. Et, par exemple, Marie qui organise un festival sur Ernie, voilà, a pu bénéficier d'un coup de main de la part de personnes venues de la métropole lilloise. Moi j'entends plus la fédération comme voilà, des échanges de coups de main, autant que des échanges de savoir-faire, des échanges de compétences. Parce qu'on a tous des choses à revendiquer et à pouvoir porter auprès des autres. C'est ça. Voilà, après, ce que j'apprécie, voilà, c'est l'aspect, on essaye de se détacher du commercial, même s'il y a la présence d'éditeurs, la présence de marchands dans le festival. Mais bon, c'est aussi une autre façon de... Après, promouvoir le jeu, il faut aussi qu'il soit présent dans les shops. faut bien trouver les moyens de financer l'événement. De subsister, mais c'est aussi une façon de le défendre, le jeu. Oui. C'est-à-dire que 50 balles qui vont être utilisées pour acheter une boîte, ce seront 50 balles qui partiront pas soit pour aller chez Mickey, ou soit pour acheter des... Même si Mickey, il vend du rêve, hein, soit pour acheter des jeux de console. Effectivement. Ou du shit. Oui. Justement, nous, on est une jeune association ardennaise, on a à peu près dans le lit, et on aimerait bientôt aussi réaliser un festival à proportion. Et on a un gros dilemme parce qu'on se rend compte que quand même le monde du jeu, c'est quand même un sacré monde commercial.
Et justement, on voudrait faire un festival gratuit. Pourquoi vous avoir choisi un festival payant? Est-ce que c'est une volonté financière? Est-ce que c'est une volonté, quelle est cette volonté-là? Justement, pourquoi ce choix? Et une deuxième question, c'est au niveau justement de tous ces éditeurs et vendeurs de boîtes de jeux, comment vous arrivez un petit peu à garder cet esprit, je ne sais pas comment expliquer ça, mais associatif. Les marchands du temps font-ils gagner? Parce que pour nous, c'est un gros dilemme en fait. C'est vraiment un gros dilemme. C'est soit tu te fais asperger par les vendeurs de boîtes qui sont pas à faire pour rentrer sur ton truc, quoi, justement. Et à la fois, quand tu téléphones des éditeurs, le gars il dit écoutez, monsieur, c'est déjà prouvez-nous que vous faites un premier festival. Ensuite, si tu arrives à ramener 1000 personnes, je pense quelque chose pour toi. C'est ce que je vous ai dit sur les deux premiers slides. Sur ce premier slide, les deux premiers salons du jeu de création, c'est avec les jeux des assos et nos jeux perso. Donc il a fallu qu'on crée l'événement pour après pouvoir solliciter les éditeurs. Et j'avoue que personnellement, pour mon dominion personnel, je suis ravi qu'il y ait d'autres jeux qui viennent parce que bon voilà, ça prend vite cher quand même les jeux sur les festivals. Maintenant, ces discussions-là sur gratuité, non gratuité, on en a eu plein. Pourquoi faire payer? Parce que ce qu'on fait, c'est, on met en valeur un produit qu'on a dit un produit culturel. Quand je vais au cinéma, je compte pas gratuitement en disant tiens, je vais avoir ce film-là. Non, il y a des gens qui ont fait des choses derrière, et donc ça a un prix. Après, on est resté sur un niveau raisonnable en termes d'accessibilité. On paye pas les 15 € à SN, je crois, à l'entrée, ou je sais plus. On n'est pas. Quoi ? 11,50 €. Je sais plus. Après, ça restait. 7 €. Qu'on soit d'accord, c'est voilà. C'est SN, ça n'a rien à voir, c'est un monde à part. C'est un monde à part. Mais non, on a fixé on a eu à le relever. On a eu à le relever légèrement au prix, on est passé de 2 à 3 € il y a 3-4 ans, et depuis on est resté stabilisé. Et c'est même pas une question qui revient sur le tapis, c'est-à-dire qu'à chaque organisation, on est plus ou moins dans l'idée de rester à 3 € ou 5 €, 3 € pour la journée et 5 € pour le week-end, parce que voilà, on juge que c'est un tarif qui est recevable. Maintenant, sur le discours qui nous a été tenu des éditeurs, il y a une certaine forme de confiance des éditeurs sur le fait que les entrées soient payantes, c'est que les gens qui rentrent sont des gens qui sont plus impliqués. Ce sont des gens qui viennent pour voilà, ils ont déjà plus ou moins donné quelque chose en rentrant. Ils vont s'investir. Ils vont pas venir en tant que visiteurs, oh il y a trop de monde, je m'en vais. Non, en fait là les gens ils vont devoir plus ou moins s'investir sur l'événement. Donc on est resté modéré sur le tarif, de mon point de vue. Après, on en voit tous les ans des gens qui disent 3 € c'est trop pour moi. Mais en contrepartie, il a fait des jeux, parce qu'elle fait déjà des actions. Elle a fourni des jeux de société à certains centres sociaux. Et on a aussi donné quelques invitations à des centres sociaux pour que le jeu puisse être diffusé, quoi. Culture du cœur, non? Pardon ? Culture du cœur, non? Après ça, c'est chacun. C'est compliqué de toujours donner. Non mais après l'avantage aussi d'une entrée payante, c'est que justement tu filtres, tu vas avoir des gens qui sont plus intéressés pour le jeu, et c'est autant de budget que tu auras en moins à dépenser pour la sécurité. Parce que en termes d'affluence, tu vois, tu peux vite te retrouver avec tout et n'importe quoi à l'intérieur de la salle et devoir gérer des événements auxquels tu n'as pas forcément envie de gérer. La gratuité, c'est génial, mais voilà, c'est à double tranchant. Tu vois, ne serait-ce qu'une entrée à 1 €, le mec il va réfléchir avant de rentrer. 1 € c'est rien, tu vois. Parce que, non, mais je pense qu'il n'y a pas de mauvaise question. Parce que. Avec les réponses qu'ils le sont. Ouais, non, mais voilà. Moi je travaille dans un quartier qui est plutôt bien chaud dans Valenciennes. Et je sais que si tu fais quelque chose de gratuit, il y a des mecs qui vont venir. Alors tu vas avoir des curieux, mais tu vas avoir des mecs qui vont venir et qui vont te mettre une mauvaise ambiance à l'intérieur du truc.
Et puis tu vas gérer des trucs que tu n'as pas envie de gérer. Donc pour le coup, tu filtres. Voilà, c'est pas forcément la mer à boire, 1 euro, 2 euros. Après, voilà, il y a des partenariats qui peuvent se mettre en place avec les écoles. Voilà. Il y a quand même la gratuité, tu vois, pour les moins de 10 ans. C'est aussi quelque chose qui n'est pas négligeable. Ça attire les familles. Ça attire les parents qui payent. D'un point de vue commercial, la gratuité avec une personne qui paye, il y a une personne au fond qui paye. Oui, non, un dernier truc sur la gratuité, c'est que si c'est gratuit, c'est que c'est pas intéressant, c'est que c'est nul. Tu vois, dans le processus, dans l'imaginaire. Juste avant de passer à une question suivante, Olivier, tu avais une remarque en plus? Non, c'était... Les centres sociaux? Sur les centres sociaux, ça marche. Et vraiment sur le fait que le dealer, juste pour se rendre compte, c'est plus de 6 mois de boulot en amont à 30 personnes. Et donc, pour arriver à ce niveau de qualité qu'évoquait Sylvain tout à l'heure, c'est qu'il y a bien du boulot en amont et pas du coup, c'est un peu ce que disait monsieur devant. Gratuit, ça veut aussi dire ça vaut rien quelque part. Et ça, on ne voulait pas ça. Maintenant, effectivement, tout le monde dans l'organisation c'était pas tout le monde pensait la même chose. Hein. Il y avait eu pas mal de discussions. Mais effectivement, depuis 4 ans, il n'y a plus de discussion. Et je dis la première édition de l'univers, il y en a eu beaucoup. Ouais. Et la question ne tournait pas autour de l'équilibre budgétaire. En fait. C'était vraiment une question de philosophie. Parce qu'après, on pourrait faire gratuit, on pourrait faire défiler les gens et afficher un score de, je sais pas, 10 000 visiteurs. Est-ce que c'est ça l'important ou est-ce que c'est la qualité qui... Parce que finalement, en termes d'affluence, on n'est pas le festival le plus visité en France, mais on arrive quand même à avoir de la visibilité plus importante grâce à ça. Sachant qu'on ne trouve pas les chiffres, puisque n'ayant pas d'entrée gratuite, il n'y a pas les fumeurs qui sortent, qui rentrent. Et on rencontre les numéros sur les badges, Du coup, la question. C'est pas une question, c'est juste pour revenir sur la gratuité. Ça marche? Je suis pas forcément d'accord avec tous les propos qui sont tenus, mais moi je viens en fait de l'Essonne. Ouais. On organise en fait un festival de jeux, donc vraiment depuis 4 ans, et on est entièrement gratuit. Mais il y en a des festivals gratuits, hein. De Cannes, le premier. Hein. Voilà, bon après on n'a pas le de Cannes. Mais voilà, je suis pas forcément d'accord avec tous les propos sur l'importance que ça peut donner. Alors c'est vrai, on attire des curieux forcément qui vont juste passer et finalement pas forcément tester, mais on va aussi attirer des non-joueurs qui vont venir parce que c'est gratuit, parce qu'ils n'ont pas envie de dépenser 5 € dans un week-end alors qu'à la base ils ne sont pas très joueurs. Et au final ils vont passer, puis il y a un jeu qui va les intéresser, ils vont s'y mettre et ils vont découvrir le monde du jeu. Et finalement c'est aussi le moyen de faire découvrir à certaines personnes, je trouve, le jeu. Je conçois, c'est des choses que j'ai entendues et pour lesquelles je t'ai... Alors moi j'ai changé d'avis un nombre de fois incalculable. Mais maintenant mais maintenant j'ai mon avis qui est forgé par les éditions du Nord. Je me dis que finalement ce qu'on fait est correct. Le fait de donner un peu de valeur à ce qu'on fait, ça permet de crédibiliser le travail qu'on fait. Et je veux dire, j'étais passé par ce stade-là plusieurs fois, et j'étais un des plus chiants au départ, je crois, sur l'idée de vouloir faire le festival gratuit, et j'en suis revenu, quoi. Mais après, chacun de faire son... c'est selon le lieu, nous, après, si on avait un lieu énorme à remplir, je pense qu'on pourrait réfléchir éventuellement, peut-être, à revenir gratuit. Mais à revenir, on n'a jamais été gratuit. À devenir gratuit, on pourrait peut-être y songer. Mais là, pour l'instant, on n'a pas besoin de le faire. Et si on le faisait, on commencerait à avoir des problèmes vraiment des problèmes d'affluence, je pense. Ils sont déjà là. Non. Mini témoignage pour mettre tout le monde d'accord. Cette semaine, j'ai rencontré pas mal des parents des enfants qui vivent dans les ateliers. Et je prends un peu il y a des couleurs, il y a des couleurs. C'est 3 €. Ah, ça va, c'est pas cher. Je l'entends auprès de mes collègues de boulot, dans mon vrai boulot, dans la vraie vie, à qui j'ai fait gagner des invitations, et enfin à la limite, après c'est bien circonstancié au boulot qu'ils font, et je pense qu'ils ont un salaire qui fait que, qui m'ont dit ouais non mais bon, les invites ça va, on peut payer quoi. Mais
mais effectivement, on sait, on est au courant que pour certaines personnes, je l'ai dit juste avant, au moment où j'ai répondu, que pour plein de personnes, 3 € ça veut dire quelque chose. Si tu viens à plusieurs, à 3, 4, une non, mais on est d'accord, on le sait, enfin, on en a conscience de ça. Après, on essaie de mettre en place des outils qui permettent à des gens qui n'ont pas les moyens de venir quand même. Donc j'espère que ça apportera un peu d'argumentaire dans les deux sens auprès des discussions que vous pouvez avoir au sein de votre futur festival. C'est aussi ça, hein. Je veux dire, quand on dit retour d'expérience, voilà, le nôtre c'est ça. Mais vous allez à Toulouse, ils parleront autrement. Ils diront pas la même chose, parce qu'eux ils sont gratuits, et ils ont un modèle qui fonctionne là-dessus. Maintenant, faut réussir à trouver le bon équilibre. C'est plus logique quand même de commencer gratuit. Enfin, en ce qui me concerne, sur une petite structure, une petite localité, on fait du gratuit, puis éventuellement si ça monte et si on a besoin de plus de place, passer à des chapiteaux, passer à des choses plus... Voilà. Mais trouver une salle gratuite, et aussi pour le soutien des élus, on parlait des institutions, pour les élus la gratuité ça leur parle. C'est davantage en fonction des couleurs politiques. Ouais, faut que ce soit accompagné, faut que ce soit accompagné des subventions qui vont venir avec. Alors nous on a la chance à Mont-Saint-Barreul d'avoir à la fois le soutien massif de la ville de Mont-Saint-Barreul avec l'autorisation de pouvoir faire un événement qui soit payant. Mais en contrepartie, bien sûr, pas mal les centres sociaux de Mont-Saint-Barreul sont fournis. Ce matin, vous avez vu des classes, des écoles qui sont venues, donc ça fait partie des activités qu'on fait pour la ville aussi. Ça c'est sympa justement, j'ai trouvé ça très sympa. C'est ça, c'est très sympa, mais enfin voilà, encore une fois, chacun gère ça selon comme ça lui semble, quoi. Mais moi personnellement, j'étais content pas dans l'espace enfant. Bon, ok, tant mieux. Et les ludothèques, qui ont déjà une fédération, une structure, avec une adhésion qui est assez chère, quel rapport vous entretenez Pour l'instant, on a des bons contacts avec certains membres des ludothèques du coin, parce qu'on les connaît déjà et qu'elles sont déjà investies sur l'île du Nord sur pas mal d'activités. Forcément, à l'avenir, si on veut fortifier un petit peu, il va falloir qu'on dialogue. Oui, bien sûr. Il y a déjà une fédération qui tourne. Un complément. Ouais, tu as le droit de venir là aussi. Non, je suis bien au fond. Juste par rapport aux bibliothèques, l'idée c'est bien que les bibliothèques venaient sur l'île du Nord pour nous donner un coup de main, mais l'inverse est vrai aussi. Il y avait la nuit du jeu en février, par exemple, organisée par des bibliothèques à Villeneuve-d'Ascq. Événement gratuit. Qui pour le coup est un événement gratuit, effectivement. Et là, il y a plein de bénévoles Ludinor qui sont de plein d'assauts de la métropole, voire au-delà, qui sont venus donner un coup de main et pour les ludothèques et qui sont toute la nuit. Ils sont venus les aider parce que pour le coup, elles sont en termes de nombre de personnel, elles sont un peu justes pour un événement. Il y a, je ne sais pas combien ils sont de personnes, mais il y a quasiment 1 millier de personnes sur la musée. Voilà, ça marche encore une fois dans les deux sens. C'est vraiment les sachant qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes parce qu'une asso c'est que des bénévoles. Enfin, on est bien d'accord. Alors, une asso pourrait avoir des salariés. On pourrait avoir des salariés, mais c'est pas les mêmes statuts aussi. Pour l'instant, on n'est quand même que des bénévoles, alors que dans les bibliothèques, on a des gens qui sont salariés, qui par exemple le week-end, ils ont une vie de famille aussi, etc. Donc c'est pas non plus. Ah non, mais ça serait juste de la collaboration. Donc à quoi on prévoit d'intégrer son contrat au code du travail. Oui, aussi, parce que oui, alors que tu peux être bénévole H24, il n'y a pas de code qui va. Alors que voilà, il y a 3 ans, la radio des jeux venait et elle nous expliquait que la charte des bénévoles, c'était ce qui avait été inventé à l'abolition de l'esclavage. D'accord, la réponse. Donc c'est ouais, bon après ça va, on le veut quoi. S'acharner, voilà. Je suis assez épaté à chaque fois d'avoir autant de bonne volonté à vouloir donner. Après, il y a un esprit de corps aussi. Hein, je veux dire, il y a des gens qui sont fiers de porter le maillot jaune et ils sont contents de. Voilà, et pas avoir à faire les 20 étapes du Tour de France pour l'avoir. Pas d'autres questions? Si, plein. Allons-y.
association de joueurs de Crossmaster avec une optique aussi de promotion de tous les jeux de société. Et je suis en même temps responsable pour le Nord de tout ce qui est jeu organisé pour Crossmaster en tant que bénévole. Cette année, on n'est pas présent sur l'île Nord parce que la semaine dernière, j'étais en championnat du monde à Roubaix. Et on a trouvé que c'était pas opportun de faire un événement ce week-end aussi. Et j'étais vigilant avec eux et dire on ne fait pas en même temps que l'île Nord. On ne peut pas marcher sur les pieds du l'île Nord. Alors, on ne marche pas sur les pieds parce qu'on n'a pas le même public. Mais moi, je sais que dans mon association, certains sont là aujourd'hui et étaient là la semaine dernière. C'était une trentaine de personnes qui vont être ici aujourd'hui et qui n'auraient pas été là en même temps. Et je ne trouve pas malsain d'avoir aussi des partenaires éditeurs dans un événement. Parce que moi, en Kama, ne me demande pas de faire de la vente ou de faire une sollicitation à l'achat. C'est vraiment une vitrine en fait. Les tournois qu'on organise, les démonstrations qu'on va organiser, pour eux c'est entre guillemets de la publicité gratuite. Mais en même temps, en contrepartie, ils fournissent du matériel. Ils fournissent des dotations qu'on va distribuer aux participants et autres. Donc c'est du donnant-donnant. Et tout à l'heure on parlait justement de quelqu'un émettait cette idée-là que ça pouvait avoir des rapports malsains dans ce que j'ai compris le discours et je ne trouve pas spécifiquement parce que c'est justement cette idée de donnant-donnant et donnant-donnant qu'on peut aussi retrouver avec une municipalité parce que vous faites un événement comme le Leader, vous faites venir des gens extérieurs à la ville dans votre propre ville et moi je le vis aussi par le biais des salons de BD dans lesquels j'ai l'occasion de participer où ça fait vivre des villages parce que ça vous fait venir des visiteurs qui ne connaissent pas ce village et qui font vivre les commerçants qui sont autour. Ici, effectivement, il n'y a pas de commerçants autour, mais je vois un salon de petits villages où vous avez mis l'hôtel, voilà. L'hôtel a bien marché, ouais. Il y a plein de choses comme ça qui font que économiquement une municipalité peut s'en retrouver. Pas seulement économiquement, hein, aussi culturellement. Culturellement, oui. Moi je suis sur une ville où il n'y a pas de centre social par exemple. Comme je suis un peu connu dans mon coin, j'ai l'assistante sociale du collège qui m'appelle et qui me dit tiens toi chez Tétonin, qu'est-ce qu'il y a comme structure éducative et culturelle en plus de loisirs? Alors je dis écoute, si tu veux faire du jeu de société, les petits vieux se réunissent autour de l'arbitré. Sinon après voilà, c'est des clubs on va dire ordinaires, c'est sport, musique et des choses qui sont parfois assez élitistes et avec des objectifs de compétition qu'on ne retrouve pas nécessairement dans le jeu, puisqu'on dédramatise quand même la défaite et la victoire. Normalement oui, hein, mais il y a des moments où on va rager parce qu'on perd un point, parce qu'on a oublié de faire un truc. Enfin, ça fait partie du jeu. Ouais, non, après il y a d'autres enjeux si c'est. Alors, les jeux de stratégie les plus demandés sont les plus grands jeux de frustration aussi, donc on aime bien ça. C'est aussi des objectifs éducatifs. Hein. Si tu savais le nombre de fois où j'écris ça. Du coup, j'ai compris que tu avais d'autres questions. Ah oui, j'ai toujours plein de questions. D'un point de vue concret, vous avez un site internet. Alors. C'est parce que c'est un mode de communication. Comment dirais-je? Alors, je suis un peu, en erreur dans cette histoire-là. Donc, ce sera tracé sur la vidéo. Peut-être qu'on n'ira pas jusque-là quand même dans la vidéo, j'espère. En fait, je dois faire un tampon. pour un tampon de l'assaut pour comment dirais-je. Voilà. C'est une blague récurrente. C'est ça. Et en fait, on a pris un peu de retard sur le site et on s'est concentré sur celui du Dinor là, dans les derniers mois. Mais ça va venir. C'est ça. Pour l'instant, on fait des jeux.fr, redirige vers le Dinor. Oui, c'est ce que j'avais.
Et à la guerre, on pourrait peut-être même le faire rediriger directement sur la page de la FEDJ sur Udinor, ça va être plus simple. Bon. Voyons. Ça serait bien, par exemple, pour une petite asso locale qui veut peut-être soutenir l'Udinor, mais ça serait bien si elle est membre, qu'elle puisse aussi avoir sa communication par le biais de votre site. Alors, il faut savoir que pour l'instant, l'organisation de l'Udinor est un... Enfin, voilà, c'est... l'Udinor de FEDJ, justement. Je sais, non, mais c'est là où je voulais en venir, c'est que la FEDJ et l'organisation de l'Udinor sont pour l'instant très imbriquées, parce que c'est quasiment notre seul événement. Ce qui fait que moi personnellement j'ai accès par exemple à la boîte contact@ludinor.fr. Mais pour les gens c'est pas forcément clair non plus la dissociation entre le terme Ludinor et le terme FEDJ. Donc voilà, ça c'est donc du coup tout ce qui concerne la FEDJ va être rebalancé vers de la boîte Ludinor vers la boîte FEDJ, donc on sera informé. Après en termes de réseaux sociaux, la FEDJ a ses propres comptes, donc Facebook, Twitter. Elle essaie d'alimenter au maximum les événements régionaux. Quand il y a une soirée à Ludopoly, on l'annonce. Quand il y a des soirées, même dans des assos qui sont pas forcément membres de la FEDJ, on le fait quand même, puisque l'idée c'est de promouvoir. Hein. Donc oui, en termes d'éléments de communication, on dispose aussi des moyens de l'Udinor pour valoriser la FEDJ. Après, voilà, en termes de réseaux sociaux, il y a les éléments de la FEDJ, il y a les éléments de l'Udinor, mais pour l'instant, la FEDJ est très petite par rapport à l'Udinor. Enfin, je pense qu'il n'y a plus que toi qui a réservé la question. Non, moi je viens tout à fait d'une autre région, de Normandie. Donc je profite de faire de la pub comme ça. Et j'ai trouvé très très bien la carte, l'idée qu'on puisse identifier les endroits où on joue. Et après l'idée c'est qu'il puisse y avoir une fédération entre guillemets calquée, hein. Enfin moi je fais du copier-coller pour l'ouest, et puis après moi je m'intéresse au sud-ouest aussi. Et donc on puisse après avoir le même réflexe, on veut aller jouer quelque part parce que soit on est en vacances, etc. Et qu'on puisse accéder. Et qu'après ces fédérations du nord, de l'ouest, j'imagine que sur Lyon, Grenoble, il y a vraiment plein de choses. Il y a beaucoup de choses intéressantes. PACA, pareil, etc. Et d'avoir après des liens qui nous permettent de basculer, voilà. Il y a même pire à faire, c'est tout bête. Je fais parce que je l'ai fait récemment pour notre association de protection animale. Une liste Excel, code postal, nom de la ville, et il faut 10 secondes pour générer une carte Google, où on dit où on est et ça dit par exemple tel club et t'as tant de distance. Ça prend 10 secondes une fois que le tableau Excel est propre. Pour quelqu'un qui maîtrise, d'où l'intérêt par exemple des compétences que... J'ai fait ça il y a 2 semaines et j'avais jamais fait. Effectivement, c'est intéressant. Ça m'a pris 5 minutes à trouver. Ouais. Et 10 minutes pour monter le tableau Excel et la carte s'est faite en 10 secondes. Voilà, mais dans la base de données, on l'a. Enfin, je veux dire, la carte, elle est là. Mais à la base, il y avait une base de données. Après, c'est la carte Google qui s'insère dans le site internet ou dans la page Facebook. Non, compte Gmail. Ça intègre le compte Gmail. Il faut vouloir passer par Google. Après, on part sur des... voilà, si on est sur autre chose. Éventuellement, l'année prochaine, on fera une conférence sur le monde libre ou pas. C'est ça, c'est libre. Moi, j'accepte pas les points doc. Alors, c'est une horreur d'avoir les points ODT, c'est pas grave. C'est libre d'argent, c'est de l'open... C'est ça. Il faut juste la connexion internet et ton Mais bon, voilà, comme je dis, ça c'est plutôt un autre sujet. L'important c'est... Après, ouais, c'est le fond, la forme, après ça se discute, voilà, c'est ça. Chacun peut amener ses compétences. Absolument. Et donc la question suivante qui était la question, c'est est-ce que des assos qui ne sont pas de Nord, Pas-de-Calais peuvent adhérer ou peuvent essayer de... Quel statut on peut avoir, enfin assaut non... À minima, assaut partenaire. Oui, c'est ça, à minima, assaut partenaire, et normalement on avait bloqué au niveau de la région. Le problème au niveau de la région, c'est que la région elle change de taux. Oui. Et...
l'association. Et donc du coup, alors, comment ça va se réarticuler, je sais pas encore. En tout cas, au niveau de la région de Nord-Pas-de-Calais, on va se transformer en région de Nord-Pas-de-Calais-Picardie, qui aura un nom que je connais pas. Donc, est-ce qu'on va rajouter, je sais pas combien de kilomètres à notre super super circuit là? Je sais pas. On a déjà des contacts avec des assos en Haute-Normandie, Saccageux, qui est basé à Neuchâtel-en-Bray parce que c'est des anciens d'ici. On a d'autres assos partenaires qu'on a l'habitude de voir ou des gens qu'on a l'habitude de voir sur les festivals. Effectivement, je pense qu'il y a moyen qu'on se fasse quelque chose de un peu moins factuel, quelque chose de plus... comment on appelle ça déjà? Je sais plus, il y a officiel et officieux, voilà, quelque chose de plus officieux. Vous n'avez pas envie de faire directement une fédération nationale? Oula. C'est la question que j'avais, Je pense que ça va. J'allais la poser autrement. Si chaque région fait sa fédération, après forcément on débouche sur. On va déboucher sur. Ouais. Alors en termes de moyens de pression. Je la refais en moins crispé, hein, mais alors juste pour en revenir à ça, hein, j'avais dit qu'il y avait deux objectifs qui étaient propres à la Fédé, c'est de pérenniser Ludinor, c'est de s'occuper du réseau ludique Nord-Pas-de-Calais, améliorer sa communication vers les institutions et au sein des médias. Et j'ai dit, peut-être qu'à l'avenir, on commencera à discuter avec d'autres fédérations, on va essayer de les recenser vite fait, mais on n'est pas... Enfin, en tout cas, on n'est pas dans une optique à court terme, en tout cas au sein de la Fédé des Jeux, sur une fédération nationale. Ça sera du ressort de qui? Je sais pas. De toutes les fédérations dont vous êtes déjà la première. C'est-à-dire qu'il faut bien que quelqu'un montre l'exemple et après propose. Est-ce qu'on est sûr d'être la première? Ça, je ne sais pas. Non, mais la question, c'est est-ce qu'il y a d'autres fédés qui se posent la même question? Qui sont peut-être. Peut-être. Du coup, si t'en as une ici et une dans le sud, bah ouais, tu peux. L'objet de mettre en valeur la Fédé des Jeux, c'est de savoir si d'autres initiatives du même ordre existent ailleurs. Et après, et s'il y a une volonté. Nous, en Champagne-Ardenne, nous on est dans les Ardennes, on est quasiment tout seul. On veut faire notre festival, donc on s'aperçoit qu'avec 35 membres, c'est compliqué. Donc on est en train de se dire, on commence à aller voir les gens de Reims pour demander s'ils peuvent nous filer un coup de main. Les gens de Reims, eux, font un événement au mois d'avril, la fin avril, ils sont venus nous contacter pour nous demander si on peut leur filer un coup de main. Donc on y va petit à petit, ça va passer comme ça en mois, mais petit à petit, on commence à... Et on sera ravis. On se file des coups de main. Et peut-être que dans 1, 2, 3 ans, on va se réunir comme... on sera ravis de pouvoir accueillir, de pouvoir discuter avec la fédération ardennaise. Je n'ai pas dit qu'il y avait une fédération ardennaise. Non mais je sais pas, c'est les mêmes personnes qui indiquaient qu'il y allait avoir une fédération nationale. Donc, inconsciemment, on suit des petits coups de main comme ça, et on prend des contacts, et après on en arrive... parce que si on reste tout seul dans notre coin, nous, dans les Ardennes, on est quasiment les seuls. On est 35, 40. J'étais un petit peu long sur l'historique et expliquer le cheminement de chacun des Ludinor qui a amené à la Fédé des Jeux, parce qu'il y a ça s'est pas arrivé du jour au lendemain. On le voit bien dans le cheminement, c'est intéressant pour nous. On a très bien vu avec les premiers slides. Après, c'est toujours la même question, c'est à quoi peut servir la fédération. Je vais prendre l'exemple de la fédération française de jeux de rôle, qui est pas forcément très connue, ou quand elle est connue, pour avoir été membre d'associations de jeux de rôle et même vice-présidente de l'une d'entre elles, on n'y voyait pas forcément l'intérêt. Donc après, c'est vraiment quelque chose à créer petit à petit et tous ensemble, et non pas l'un qui fait quelque chose de son côté et qui essaie de l'imposer aux autres. Je pense que ça a été imposé par la fédération de jeux de rôle, mais ça fait un peu ça. Il y a même une fédération de grandeur nature, il me semble. Oui, il y avait des clubs de grandeur nature. Et quand tu dis que faire des jeux va contacter entre guillemets toutes les assos du Nord-Pas-de-Calais, c'est vous qui allez vous déplacer Et on va essayer de s'organiser au sein du CA. Ou alors, il faudrait dans ce cas-là d'inviter toutes les assos et se réunir quelque part, enfin je sais pas. À Ludinor par exemple.
Non, mais... Non, effectivement, c'est des choses qui sont... Ça fait du taf pour vous. Oui. Donc oui, ça fait Internet qui fait du permet taf. de délocaliser, enfin, d'avoir accès à des gens qui sont loin. Alors pour information, toutes ces associations, enfin, la plupart des associations dont on a réussi à recenser l'adresse mail, ont été contactées pour l'Udi Nord, pour leur dire que l'événement existait, pour dire qu'on cherchait des bénévoles et pour dire qu'il y a la fête des jeux qui s'est créée. Enfin, j'ai pas le contenu directement du mail parce que c'est pas moi qui me suis occupé personnellement, mais pour l'instant, il n'y en a pas qui ont répondu. Donc c'est un peu dommage, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut mettre de l'humain dans cette histoire et aller se déplacer dans les lieux. Voilà. Ça va être long, fastidieux, mais comme je dis, c'est à chaque fois des bonnes rencontres. Enfin, je veux dire, on est dans un milieu que je crois que tout le monde connaît, les gens qu'on peut retrouver dans ce milieu-là, on n'a pas forcément tous les mêmes opinions. Il y en a certains vont préférer Google et d'autres vouloir d'autres moyens, mais au final, on a une cible commune qui est de promouvoir le jeu de société. On a différents moyens de mettre ça en valeur, mais non, voilà, il faut discuter. Et nous, ce qu'on essaie de faire à la fête des jeux, c'est de rien imposer à personne. C'est juste, voilà, on a défini un scale de départ, on vous fournit ça, ça vous plaît, tant mieux, ça vous plaît pas, tant pis, et puis on fera autrement. On rejette personne, hein. J'ai bien précisé que tout endroit qui met en avant le jeu est un endroit qui a une importance pour l'objectif de la fête des jeux. Et même s'il a fait partie de la fête des jeux. T'as pas donné de tarifs pour les assos qui vont adhérer? Effectivement, j'ai pas parlé de tarifs. Parce qu'il y en a pas, ou c'est trop cher? C'est un bon commercial ne donne pas de prix quand ça pourrait être un frein. Alors, si je ne me méprends pas, on a un prorata en fonction du nombre d'adhérents, un instant T. Alors le prorata, je l'ai plus en tête. Et c'est en fonction des cotisations, pas du nombre d'adhérents. Ah ouais, le budget cotisation en fait. Ouais, c'est le budget cotisation. Et c'est un pourcentage de ce budget-là, 5% je crois. Et sachant qu'on a prévu un seuil minimal à 30 €. Et on a prévu des possibilités de dérogation. Merci souffleur, mais j'avais un peu ça en tête. Donc imaginons qu'une association a un peu de mal à démarrer ou à un moment de creux, il est possible à un instant T de dire bon voilà, cette année on squeeze un peu. Donc non, c'était pas un sujet tabou. C'est juste que je voulais pas le mettre sur les slides. Par contre, ça, je me demande si Disney va pas vouloir me faire payer des... C'est pas grave, on met un gros carré. C'est pas Disney, c'est Pixar. Ah bah, du coup, c'est pareil. Tiens, je préfère mettre cela, c'est plus sympa. Bon. Jusqu'à 16h20 et 16h15. Jusqu'à 16h20, il reste encore 5 minutes. Non, mais alors ça va, moi je suis encore opérationnel. Demain, je le serai beaucoup moins, mais... Non, c'est bon, j'ai plus de questions. Donc voilà, bah, enfin, c'est bon. Bon, bah parfait, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce moment. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Pour les assos qui sont en train de se créer, n'hésitez pas à nous contacter. Pour les festivals en train de se créer, n'hésitez pas à nous en parler aussi. Voilà, bah, merci beaucoup. Et puis à bientôt. Voilà.